En février 2025, le public est resté dans l'ignorance d'une importante affaire d'enlèvement de jeunes filles et de traite des êtres humains. En février 2025, le public a été largement tenu dans l'ignorance d'une affaire majeure impliquant l'enlèvement de jeunes filles et la traite des êtres humains, car il est apparu clairement, à l'issue d'une enquête clôturée, qu'un réseau bien établi opérait à Dubaï sous le couvert d'un club de mannequins d'élite dont les dirigeants et les membres tiraient du profit de la vente de femmes à des fins d'esclavage. Dans les semaines qui ont suivi la révélation, l'information n'est apparue que sur des chaînes sélectionnées et dans une petite partie des médias, mais elle a été rapidement étouffée, apparemment parce que les personnes derrière le groupe étaient des personnes disposant d'importantes ressources financières et politiques. L'affaire elle-même a reçu un code interne de la police, Opération Sahara 25. Cependant, elle n'a pratiquement jamais été portée à la connaissance du grand public. Les documents qui n'ont fait surface qu'une seule fois dans les cercles étroits de journalistes décrivaient de nombreux crimes liés à la détention forcée, à la torture et à l'exploitation systématique de plusieurs dizaines de femmes invitées à Dubaï, soi-disant pour des contrats de mode. Nombre d'entre elles étaient originaires du monde entier, Russie, Ukraine, Bélarus, ainsi que de certains pays d'Asie, d'Europe et même d'Amérique latine. Ces jeunes filles espéraient une carrière fructueuse dans le secteur du mannequinat, mais elles ont fini par tomber dans un véritable réseau d'esclavage. L'histoire a commencé en 2022, lorsqu'une nouvelle plateforme de mannequins, le Silver Sands Models Club, a commencé à gagner rapidement en popularité à Dubaï. Des fêtes raffinées, des yachts de luxe, des séminaires sur le style et la beauté, des séances photos dans des stations balnéaires à la mode. Tout cela servait d'emballage brillant pour des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Les gérants du club, des personnes qui savaient comment communiquer brillamment et trouver une approche pour les clients potentiels, ont assuré aux aspirants mannequins qu'ils offraient d'énormes possibilités de promotion. Ils garantissaient des contrats avec des maisons de couture célèbres, des shootings dans des magazines et l'accès à des événements fermés où des personnes influentes du show business, du cinéma et de l'industrie de la mode étaient censées se réunir. Les deux principales personnalités considérées sont les suivantes. Maxwell Wright, directeur général et, comme on l'a souvent dit, le visage de toute l'entreprise. Il s'agit d'un homme charmant d'âge moyen, diplômé d'une école de commerce européenne et ancien employé d'une grande agence de relations publiques. Daniela Haddad est la directrice de la création, qui apporte au projet un style brillant et luxueux. Il a été allégué que sa famille, originaire du Liban, possédait une partie d'une entreprise du secteur de la construction aux Émirats arabes unis, qui a fourni le financement. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le Silver Sands Models Club n'a jamais eu le statut d'une véritable agence de mannequins. Légalement, il s'agissait d'une sorte de sororité fermée de l'élite, enregistrée en tant que club de loisirs, avec sa propre charte et sa politique de confidentialité. Ce statut permettait aux participants d'accepter librement des contributions monétaires, d'organiser des soirées et des événements privés, et d'échapper à la surveillance officielle de la police et des autorités fiscales. Les signes d'irrégularité possibles ont commencé dès le milieu de l'année 2023. Certains mannequins ont soudainement cessé de contacter leurs proches, leurs comptes sur les médias sociaux sont devenus inactifs, et les messages adressés à leurs proches étaient étranges. Mais comme de nombreuses jeunes filles de l'industrie de la mode disparaissent souvent aux yeux du public, leur disparition n'était guère suspecte. Les proches, qui ont parfois tiré la sonnette d'alarme, ont été confrontés à un manque d'informations claires sur l'endroit où se trouvaient les disparus. Les structures policières des différents pays ont ignoré la situation, expliquant que la jeune fille pouvait simplement aller travailler à l'étranger et que personne ne pouvait confirmer quoi que ce soit d'illégal.
La situation était d'autant plus compliquée que les services de police de Dubaï sont réticents à répondre aux demandes des étrangers. Ils ont leurs propres procédures bureaucratiques et leurs propres priorités. Toutefois, à la fin de l'année 2023, une affaire a commencé à faire l'objet d'une couverture médiatique un peu plus active. Il s'agit de la disparition d'une jeune fille russe nommée Alina Sergeyeva, qui, 6 mois auparavant, avait annoncé haut et fort sur Instagram une grande chance dans la vie, un contrat pour travailler comme mannequin au Silver Sands Models Club. Son amie, qui travaillait également pour l'organisation, est soudainement rentrée en Russie dans un état psychologique grave. Elle refuse de se rendre à la police, mais dans un cercle restreint, elle affirme qu'il se passe quelque chose de terrible au club. Cette information a ensuite été divulguée à plusieurs journalistes qui ont entamé leur propre enquête. Luc Saville, journaliste indépendant britannique, a tenté d'en savoir plus sur le sort d'Alina Sergeyeva. Il a contacté sa famille et retracé les transferts de fonds sur ses comptes. Il s'est avéré que peu après son arrivée à Dubaï, Alina a disparu de la scène publique. Aucune nouvelle photo sur les réseaux sociaux, aucune mention de tournage ou de spectacle, bien qu'au départ, elle ait partagé littéralement chaque étape de sa brillante vie de mannequin. Fin 2023, grâce à un informateur dans un club privé, Luca a reçu des captures d'écran de la correspondance entre les managers et certains contacts d'Europe et d'Asie. Ces messages permettaient de comprendre que les filles étaient en fait proposées à la sélection à des personnes intéressées de différents pays, avec des phrases telles que « transfert en pension complète »,« pas de billets de retour » ou « les acheteurs d'Arabie Saoudite ont déjà payé à l'avance ». Il était évident qu'il s'agissait d'un trafic d'êtres humains. Saville, en tant que journaliste expérimenté, a compris les dangers de la divulgation de ces informations. Il a contacté un représentant de la police de Dubaï et a fourni des copies de la correspondance. Il reçoit une réponse formelle. « Nous allons étudier les documents reçus, mais il n'y a pas assez d'informations pour ouvrir une affaire criminelle. » En fait, l'enquête n'a abouti à rien. Toutefois, à ce moment-là, Luc a développé ses propres projets et a emprunté des voies non officielles pour tenter d'attirer l'attention des organisations internationales de défense des droits de la femme. Plus tard, lorsque le réseau a été découvert en février 2025, il s'est avéré que le Silver Sands Models Club n'était qu'une belle enseigne et la partie émergée de l'iceberg. Il était dirigé par 2 marionnettistes principaux qui, ironiquement, n'apparaissaient pratiquement jamais en public. Talal Al-Baradi et Marcin Kowalewski. Talal Al-Baradi était un citoyen arabe émirati, dont la famille possédait d'importants biens immobiliers à Dubaï et à Abu Dhabi. Il ne voulait pas être connu du public, mais selon l'enquête, c'est grâce à ses contacts et à sa richesse que de nombreuses entreprises douteuses de l'élite ont été couvertes. Marcin Kowalewski est un citoyen polonais ayant de nombreuses relations en Europe de l'Est. Il aurait commencé par des opérations de courtage et de contrebande clandestine, avant de s'engager à fond dans la traite des êtres humains. Il était une sorte de centre logistique. Il organisait le transport, les documents fictifs et les filières pour envoyer les filles dans d'autres pays. Ce sont ces deux-là qui, en coulisses, ont dirigé le processus, tandis que Maxwell Wright et Daniela Haddad ont joué le rôle d'une équipe extérieure, semi-légitime. En plus d'eux, le réseau criminel disposait d'une armée de complices, chauffeurs, agents de sécurité, consultants en matière de visa, guetteurs, médicaux, fonctionnaires corrompus chargés d'accélérer les formalités administratives. Au sommet, un petit groupe de personnes recevait, par l'intermédiaire de comptes offshore anonymes, les principaux bénéfices de la vente des filles. Le plus odieux, c'est que les criminels ne se contentaient pas de forcer les mannequins à travailler pour des clients VIP. Il s'est avéré par la suite que nombre d'entre elles étaient radiées lorsqu'elles devenaient inutiles ou indésirables. Souvent, les filles étaient revendues quelque part, en Asie ou en Afrique, dépouillées de leurs passeports et de leurs documents
et soumises à des abus systématiques. Certaines femmes sont restées handicapées à la suite de tortures et de coups constants. Plusieurs victimes ont disparu sans laisser de traces. Leur sort reste inconnu à ce jour. L'élément déclencheur de la divulgation s'est produit à la fin du mois de janvier 2025. Lors d'une fête privée dans un hôtel 5 étoiles de Dubaï, un scandale retentissant a failli dégénérer en fusillade. Selon des rapports officieux, une altercation verbale a éclaté entre un homme d'affaires de haut rang et un représentant de Silver Sands, qui a laissé entendre que des informations sur les clients, leurs commandes spécifiques et le montant des honoraires pourraient être divulgués. Mot après mot, des menaces ont été proférées et seule la sécurité de l'hôtel est arrivée à temps pour mettre fin à la dispute. Néanmoins, les échos de ce conflit sont parvenus jusqu'au chef du département criminel de la police de Dubaï, le colonel Alibek Sharifov. Il a décidé qu'il était temps de s'attaquer sérieusement aux rumeurs concernant un groupe vendant des filles sous le couvert d'une agence de mannequins. Sharifov a ordonné à une équipe d'agents infiltrés de commencer à rassembler des preuves. Luke Saville, lorsqu'il a senti que la police s'intéressait vraiment à l'affaire, a envoyé d'autres documents à des contacts de plusieurs organisations européennes de défense des droits de l'homme. Ainsi, en février 2025, le Silver Sands Club faisait l'objet d'une enquête menée par deux parties à la fois, la police locale et des activistes internationaux disposant de leurs propres canaux d'influence. Dès le début de l'enquête, l'un des premiers fils tirés mène à la disparition d'Alina Sergeeva. Par chance, elle avait survécu à de graves abus et avait été retrouvée à moitié morte dans une zone déserte, à l'extérieur de la ville d'Al-Ain. Les habitants de la région, remarquant que la jeune fille immobile présentait des signes de déshydratation, ont appelé une ambulance. Heureusement, elle était encore en vie. À l'hôpital, Alina a repris connaissance et, surmontant sa peur d'éventuelles représailles contre les auteurs du crime, a accepté de faire une déposition à la police. C'est grâce à elle que l'enquête a permis d'apprendre de nombreux détails sur le fonctionnement interne de Silver Sands. La jeune fille et d'autres mannequins étaient littéralement enfermés dans des appartements appelés « résidences du club ». Elles y étaient surveillées par des watchers, des gardes engagés, souvent des étrangers à la formation militaire douteuse. Les filles n'avaient pas le droit de quitter l'appartement sans être accompagnées. Leurs téléphones portables et leurs passeports étaient confisqués. Dans certains cas, lorsqu'un mannequin ne plaisait pas à un client ou tentait de résister, il était soumis à des punitions sévères, isolement prolongé dans une pièce sombre et coups. L'enquête sur les provocations du club se déroulait sous la forme d'un pseudo-tribunal, où les principaux responsables prononçaient une sentence, travail supplémentaire lors de réunions VIP, refus de nourriture ou de soins médicaux. Selon Alina, elle a vu à plusieurs reprises des filles emmenées de force et jamais ramenées. Elles étaient probablement revendues aux prochains clients à l'étranger. Les données fournies par les victimes et confirmées par les activités opérationnelles font apparaître un schéma de recrutement clair. Les recruteurs ou les responsables de Silver Sands, parmi lesquels deux personnes se distinguent, Anatoly Peskov et Clarissa Carvalho, surveillaient activement les réseaux sociaux et les portails de mannequins à la recherche de jeunes femmes dont le physique répondait à certains critères. Ils leur écrivaient pour leur proposer de participer à des projets de luxe à Dubaï, leur promettant un soutien juridique pour les demandes de visa, des contrats de travail et un hébergement dans des appartements de luxe. Lorsqu'une jeune fille acceptait, elle achetait un billet et payait tout, de l'assurance au transfert à l'aéroport. Le mannequin a été accueilli sur place par l'équipe de Silver Sands. Les premiers jours, tout semblait rose. Photos avec les gratte-ciel en toile de fond, rencontres avec des employeurs potentiels, dîners dans des restaurants de luxe. Quelques semaines plus tard, alors que la jeune fille se détendait et pensait que son rêve d'une brillante carrière se réalisait,
Son passeport lui a été retiré sous prétexte d'un contrôle administratif et on lui a demandé de renouveler ou d'enregistrer son téléphone dans le registre local. Très vite, il est apparu que personne n'allait lui rendre les documents. Toute tentative pour savoir quand le passeport serait restitué se heurtait à des menaces ou à des excuses. Tout sera bientôt prêt. Dans le même temps, les filles ont appris qu'elles avaient désormais une dette énorme envers le club pour toutes les dépenses, des billets à l'hébergement, et qu'elles ne pourraient la rembourser qu'en coopérant avec les clients. Pour celles qui tentaient encore de protester, il y avait des méthodes brutales de pression psychologique. Isolement, violence, participation forcée à des fêtes avec interdiction totale de refuser. L'une des questions qui s'est posée après la révélation des faits était de savoir comment une activité criminelle d'une telle ampleur n'avait pas attiré l'attention de la police et des services de sécurité pendant plusieurs années. Il s'est avéré que les membres du groupe avaient des liens bien établis avec certains fonctionnaires corrompus des forces de l'ordre. Plusieurs officiers de police et officiers de migration ont couvert le club, recevant de généreux cadeaux ou des récompenses pécuniaires directes pour cela. En outre, les jeunes filles réduites en esclavage avaient souvent peur de s'adresser à la police. Elles se trouvaient dans un pays étranger, ne savaient pas à qui elles pouvaient s'adresser en toute sécurité pour obtenir de l'aide et craignaient les représailles de leurs ravisseurs. Dans la plupart des cas, ils n'avaient ni téléphone, ni argent, ni documents, et toute tentative de fuite était brutalement réprimée. Certaines tentatives de refuge auprès de l'ambassade de leur pays ont également souvent échoué, les jeunes filles n'ayant pas pu l'atteindre ou ayant été tout simplement empêchées par les agents de sécurité. Grâce à une longue préparation et à une coordination entre la police de Dubaï et une équipe d'enquêteurs internationaux, l'opération Sahara 25 a été lancée au début du mois de février 2025. Le colonel Sharifov a formé une unité spéciale composée d'officiers contrôlés et non affiliés à des fonctionnaires locaux corrompus. Certains services répressifs étrangers, en particulier Interpol, ont également participé à l'opération afin de fermer les chaînes logistiques par lesquelles les jeunes filles étaient transportées à l'étranger. En une nuit, une série de raids sur les résidences du club ainsi que sur un certain nombre d'entrepôts et de maisons où se trouvaient les femmes enlevées, ont été menés à des adresses prédéterminées. La principale difficulté résidait dans le fait que certains de ces lieux étaient situés dans des zones éloignées ou secrètes, en dehors des limites de la ville ou même dans des zones désertes, et que des gardes armés pouvaient être présents à chaque endroit. À la surprise de la police elle-même, la résistance a été minime. Apparemment, après le conflit de janvier, les patrons ont décidé de faire profil bas autant que possible. De nombreux organisateurs ont quitté Dubaï à l'avance ou se sont cachés dans des villas de luxe loin du centre. Cependant, selon la version officielle, une opération spéciale de grande envergure a permis d'arrêter plus de 30 personnes, dont Maxwell Wright et Daniela Haddad. Dans certains entrepôts, ils ont trouvé de la drogue, de faux documents et des registres avec des noms, des données sur la vente de filles. La découverte la plus choquante a été celle de chambres improvisées pour des séances de torture dans la salle souterraine d'une villa. Il y avait des dispositifs spéciaux pour attacher les gens, des anneaux métalliques, des cordes, des électrochocs. Apparemment, certaines des femmes enlevées avaient subi d'horribles sévices avant d'être transportées plus loin. De nombreuses victimes ont été retrouvées dans un état physique déplorable, nécessitant des soins médicaux immédiats. Au cours des descentes, les forces de l'ordre ont réussi à libérer une quarantaine de femmes retenues contre leur gré. La plus jeune d'entre elles n'avait que 19 ans, la plus âgée 32 ans. Beaucoup d'entre elles présentaient des traces de coups, des brûlures et des hématomes. Certaines étaient au bord de la crise de nerfs, souffraient d'un choc post-traumatique, ne parlaient pas d'autre langue que leur langue maternelle et ne comprenaient presque rien lorsqu'elles essayaient de les aider. Des équipes de médecins et de psychologues sont rapidement convoquées.
Les victimes ont été temporairement hébergées dans un centre de réhabilitation fermé, mis à disposition par une organisation caritative basée à Dubaï et travaillant sous les auspices de plusieurs princesses arabes émiraties. La police a promis que chacune d'entre elles bénéficierait d'un soutien, d'une défense juridique et d'une aide pour récupérer ses documents. Toutefois, selon des témoins oculaires, tout le monde n'a pas été sauvé. Certaines femmes auraient été emmenées par le groupe la veille du raid. On ne sait pas où elles se trouvent actuellement. Les autres victimes ont témoigné, mais beaucoup d'entre elles étaient effrayées et en état de choc, craignant que les criminels ne reviennent les chercher ou qu'ils aient des relations dans les services de sécurité et poursuivent leur vengeance. Lorsque l'enquête menée dans le cadre de l'opération Sahara 25 a abouti à des preuves concrètes contre Talal Al-Baradi et Marcin Kowalewski, tous deux avaient déjà quitté les Émirats arabes. Talal a été détenu à l'aéroport de Doha, au Qatar, et Marcin a été détenu dans une villa privée aux Maldives. Ils ont tenté de s'échapper en utilisant des failles diplomatiques, mais la chasse à l'homme international d'Interpol a fonctionné rapidement. Après leur extradition, ils ont été emmenés à Dubaï, où ils ont été placés dans un centre de détention. L'enquête a révélé qu'Al-Baradi était responsable de la couverture et de la corruption des fonctionnaires, tandis que Kowalewski était responsable des flux financiers et du transport des jeunes filles. Maxwell Wright et Daniela Haddad, qui avaient été arrêtés pendant le raid, ont commencé à donner des témoignages détaillés, en partie pour tenter d'atténuer leur propre punition. La situation était compliquée par le fait que l'affaire impliquait des clients influents de différents pays qui seraient probablement également poursuivis pour avoir acheté des biens vivants et participé aux violences. Les noms de ces clients n'ont finalement pas été rendus publics. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'informations sensibles liées à l'affaire et que leur divulgation pourrait nuire à la poursuite de l'enquête. Malgré la publicité que l'affaire aurait pu susciter dans la presse mondiale, les responsables des Émirats arabes n'ont guère commenté l'affaire depuis février 2025. La plupart des médias ont eu droit à une brève mention indiquant qu'une opération de police a perturbé les activités d'un groupe criminel impliqué dans le trafic d'êtres humains. Mais aucun détail n'a été divulgué. Les défenseurs internationaux des droits de l'homme ont déploré qu'un tel secret ne fasse que dissimuler l'ampleur du problème. Cependant, Dubaï a un principe particulier. Elle préfère bloquer les nouvelles négatives qui pourraient ternir la réputation du pays en tant que lieu de villégiature luxueux et sûr pour les touristes fortunés. Les observateurs estiment qu'une révélation à grande échelle serait trop scandaleuse, affecterait des personnalités politiques majeures et nuirait à la réputation des Émirats arabes. Par conséquent, au printemps 2025, toutes les informations relatives à l'affaire Silver Sands ont été classées. Un certain nombre de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme qui ont tenté d'approfondir la question ont fait état de pression et de menaces. Les documents diffusés sur l'Internet ont disparu, les sites web ont été fermés ou piratés. Le procès à huis clos d'un groupe d'accusés clés a eu lieu à la toute fin du mois de février 2025. Il s'est tenu à Dubaï sous haute sécurité. Les journalistes n'ont pas été autorisés à y pénétrer et seuls quelques représentants officiels des médias, qui ont reçu une autorisation spéciale, ont été autorisés à faire de brefs reportages, avec une restriction sur la publication des détails. À l'issue du procès, Talal Al-Baradi et Marcin Kowalewski ont été condamnés aux peines les plus lourdes. Ils ont été condamnés à de longues peines de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, bien qu'ils n'aient jamais avoué les années exactes aux autorités. Maxwell Wright et Daniela Haddad, qui ont activement coopéré à l'enquête, ont été condamnés à des peines plus légères, mais également à plusieurs années de prison chacun. Certains membres du groupe de moindre importance ont été condamnés à des peines avec sursis et à des amendes.
Toutefois, certains estiment que tous les dirigeants du réseau n'ont pas été retrouvés et condamnés, et que certains individus influents sont restés en liberté. Certaines organisations de défense des droits de l'homme se sont exprimées à ce sujet, soulignant les lacunes de l'enquête et la précipitation excessive du procès. Les jeunes filles secourues, dont beaucoup étaient dans un état grave, ont par la suite parlé de l'ampleur de l'horreur qu'elles avaient vécue. Alina Sergeyeva a joué le rôle de témoin clé malgré les menaces. Elle a présenté un témoignage écrit détaillant l'identité des gardiens, les conditions de détention et la nature des violences infligées aux victimes. D'autres mannequins survivants, comme Claudia González de Colombie et Meilin Lee de Chine, ont également apporté des témoignages précieux. Selon elles, la torture n'était pas seulement physique, elles étaient constamment intimidées par la perspective d'être vendues à des endroits plus brutaux où elles ne pourraient jamais sortir. On leur montrait des photos de femmes mutilées et on leur disait que tel serait leur sort s'ils désobéissaient. Lors de rares entretiens privés au centre de réhabilitation, les jeunes filles ont tenté de raconter leur histoire, mais toutes étaient imprégnées d'une peur qu'il semblait impossible d'éradiquer. Nombre d'entre elles ont subi de graves traumatismes psychologiques et parfois des blessures physiques qui les ont laissées handicapées à vie. Certaines ont dû subir une intervention chirurgicale pour retrouver une mobilité articulaire de base ou pour réparer les effets des fractures et des coups. Nombre de ces personnes ont dû résoudre des problèmes juridiques car leurs passeports ont été volés ou détruits et leurs visas ont expiré. Officiellement, elles se trouvaient illégalement dans le pays. Heureusement, sous la pression des organisations internationales, les autorités de Dubaï sont venues à la rescousse et ont simplifié la procédure de délivrance de documents temporaires. Pour rentrer chez elles, les femmes doivent subir de nombreux contrôles, faire des dépositions à la police et attendre l'autorisation de quitter les Émirats arabes pour que les enquêtes puissent se poursuivre. Ce délai supplémentaire a contraint certaines d'entre elles à séjourner dans un centre de réhabilitation ou dans des foyers spéciaux organisés par des groupes de défense des droits de l'homme. Toutes ne souhaitaient pas rentrer chez elles. Certaines craignaient d'être jugées ou ne savaient pas comment expliquer à leur famille le traumatisme et la stigmatisation liés au fait d'être une victime de trafiquants. Par conséquent, certaines filles ont préféré rester dans la région du Golfe et chercher un travail légal, tant qu'elles n'avaient pas à retourner dans leur communauté où elles seraient interrogées avec sympathie ou, au contraire, avec incrédulité. Dans la pratique, rares sont ceux qui peuvent dire que tout est vraiment terminé. Les journalistes ont été réduits au silence, les organisations communautaires n'ont reçu que des informations limitées et les victimes elles-mêmes ont subi un grave traumatisme qui les a marquées pour le reste de leur vie. La plupart d'entre elles n'ont jamais vu leur histoire publiée. C'est comme si l'affaire avait été ordonnée pour vivre, sous la pression de l'influence et de l'argent. Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et rendez-vous dans les nouvelles vidéos.